Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'attends. T'attends quoi? Bah, j'attends le générique. On peut pas commencer s'il n'y a pas encore le générique. Bah si, justement, on fait un pré-générique avant. C'est le principe de faire quelque chose avant le générique. Ouais, je suis pas convaincu. Tu vas voir. For your own safety, please avoid these areas. Salut tout le monde, salut Moguri. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Classé 18+. Un numéro dans lequel on va pas faire de fioritures, on va pas essayer d'enrober les choses, Non. on va pas essayer d'allonger plus Inutilement, plus Voilà. que de raisons, Plus des que de phrases raisons, et des peut-être phrases. des introductions. Et du coup des plateaux. Ce serait lourd. Non. Parce qu'on va voir tout de suite quelque chose de vraiment très concis Ouais. et synthétique et Droit à l'essentiel. voilà, avec le sommaire. Voilà. Et on commence ce numéro de Classé 18+, avec la critique de Homefront The Revolution. Et on enchaîne avec la critique de Doom. Mais tout de suite, Les news. On commence ces news 18+, avec ce qu'on appelle du suivi, et Rockstar Games qui continue depuis plusieurs années maintenant à alimenter son GTA Online en contenu, en tout cas sur PC, PS4 et Xbox One. C'est ainsi que débarquera d'ici quelques jours Haute Finance et Basse Besogne, une mise à jour évidemment gratuite qui vous permet de vous lancer dans le business de contrebande, de préparer vos méfaits dans des bureaux de luxe, et même d'engager votre propre secrétaire. Avec ce nouveau contenu, GTA Online se rapproche définitivement de son but, c'est-à-dire de couvrir tout, mais genre tous les aspects de la criminalité en fait. A good life is best described using simple words. En termes de suivi, CD Projekt Red s'en sort excessivement bien également. On vous en a déjà parlé dans le précédent Classé 18+, alors on va pas vous ressouler avec Blood and Wine, la deuxième et dernière extension de l'excellent The Witcher 3. On voulait juste vous montrer le trailer de lancement et vous prévenir que, évidemment, on était dessus. On vous en reparlera en son temps. Some say we strayed from the path of virtue, and a god sent the beast to teach us a lesson. I say we simply hire a beast slayer. Don't let them fool you into thinking it's just another contract. This land has never seen such unspeakable evil. On change un peu de délire en vous parlant de Resident Evil 5 et de ses versions Xbox One et PS4 qui ont désormais une date de sortie. Et c'est le 28 juin prochain que les joueurs pourront essayer de se faire plaisir sur une version rehaussée visuellement, avec un framerate plus stable et tous les DLC et autres modes de jeu. On rappelle que cette sortie de RE5 sur ces plateformes s'inscrit dans cette initiative de ressortie de RE6, 5 et enfin 4 sur console dernière génération. Pour savoir ce que les épisodes 5 et 6 valent dans leur version d'origine, on vous invite à jeter un œil à nos critiques sur Noco. On reste avec la franchise Resident Evil et Umbrella Corps, son volet orienté multijoueur, qui nous dévoile de la nouvelle map qui devrait faire plaisir à certains fans. On pourra ainsi s'affronter dans des environnements de Raccoon City, comme le centre-ville ou encore le commissariat. Le trailer en profite également pour exposer quelques-uns de ses modes de jeu, comme le Target Hunter, où seul un joueur de l'équipe rapporte des points lorsqu'il est tué, ou encore le Dominator, sorte de mode conquête mais à la sauce Resident Evil évidemment. Le jeu devrait sortir d'ici quelques semaines. On pourrait être amené à vous en reparler dans un prochain numéro de Classé 18+. On enchaîne avec la version Director's Cut de Deadlight et son mode survie, qui se montre ici en images. Il s'agira d'affronter des hordes de zombies dans des environnements inédits, et ce dans des conditions un peu vénères, à base d'armes uniquement trouvées sur place et de munitions hyper limitées. Heureusement, Randall pourra augmenter ses chances de survie avec le nouveau matos disponible dans cette version, comme du fusil de snipe ou encore du cocktail Molotov. Le jeu quant à lui se pointera d'ici quelques semaines sur PC et console dernière génération.
We're travelers. On termine ces news avec Ghost Recon Wildlands, qui n'avait pas fait parler de lui depuis un bail. C'est maintenant chose rectifiée avec ce dernier trailer en date qui nous rappelle que même si les ghosts aiment les jolis paysages et les sensations fortes, les mecs ne sont pas venus pour gonfler des ballons. Pour rappel, on aura affaire ici à du shooter dans un monde ouvert massif, jouable en solo ou jusqu'à 4 en coop. On sait que le jeu proposera différents équipements, de l'interaction avec les villages alentours, mais aussi des motos, et donc du fun potentiel. Pour le coup, on en saura évidemment plus à l'occasion de cette E3 qui se pointe de plus en plus vite. On vous en reparlera donc à ce moment-là. We are hunters. Blending so deep into the environment, we become part of it. We are adventurers. Doing what no one else dares. We are watchers, seeing everything, never being seen, leaving no trace. We are scholars, studying our enemies, so we can hit them where it hurts. We are judges, deciding who will live and who will die. We are ghosts, and we do not exist. Ghost Recon Wildlands, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler dessus. Bah ouais, ça faisait presque un an. Ouais, c'est ça à peu près. Approximativement un an. Là, il se pointe, toi, quelques jours avant l'E3. Voilà, tout de motos et de pistolets vêtus. Et de pistolets vêtus. Donc voilà, pour rappeler si, chez Xis. Oui. Je suis développeur Ubisoft Paris. C'est ça, j'ai des choses à proposer. Voilà, donc c'est marrant parce que quand on regarde le trailer et puis quand on regarde aussi celui qui avait été diffusé durant le 3 2015, on se rend compte que le projet d'une manière générale, c'est un style de... on a le sentiment, parce qu'on n'a pas encore confirmation de toutes les features, bien sûr. On a le sentiment que c'est un mélange de plein d'idées, de trucs qui ont fonctionné, en particulier chez Ubisoft en fait, cette histoire de village, parce que vous savez, on évoluera entre autres en Bolivie, il y aura des villages. C'est présenté comme l'open world le plus grand jamais fait par Ubisoft. C'est comme ça que le jeu se présente en tout cas. Le plus massif, donc avec des villages, avec des factions. Il sera évidemment possible d'utiliser les factions pour atteindre les objectifs. Et quand on dit utiliser des factions, c'est utiliser des gens pour tirer sur d'autres. En fait, donc il y a un petit feeling Far Cry. Voilà. Sauf que bon, des gens, c'est les animaux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais à la fois, dans le trailer, dans ce trailer-là qu'on vient de voir, il y a un moment donné, il marche dans le désert, il dit le truc, faudra faire gaffe à l'équipement, on va s'équiper, tout ça. Et on voit des sacs à dos qui changent, tout ça. Il y aura probablement, évidemment, très certainement de la customisation. Pourquoi pas peut-être du loot, vu qu'on est dans un open world et qu'il change d'équipement, pourquoi? Enfin, je veux dire, après tout, The Division, c'est un petit peu ce délire-là. Donc, en tout cas, ça fait rien que cette vue du sac à dos, tout ça qui change, tout ça, ça rappelle beaucoup The Division. Voilà. Le côté un peu open world aussi, avec les missions qui pop un peu partout. Exactement. Et c'est vrai que ce que tu dis, il y a un petit côté presque patchwork, un peu de trucs qui a pu être testé chez Ubisoft. Pourquoi pas pourquoi pas limite, Juste, faudra attendre d'en voir plus sur le jeu lui-même, parce que ce soit ce trailer-là ou le premier qu'on avait vu, ça montre pas de jeu vraiment. On voit des petits extraits comme ça, mais c'est pas du vrai gameplay, enfin pas assez pour qu'on puisse vraiment savoir où on va avec ça. Mais pour le coup, on est sûr qu'on en verra plus à cette E3. J'espère en tous les cas, et ça a l'air d'être
sûrement une tendance qui va se confirmer, je pense, en tous les cas, chez Ubisoft et les autres développeurs, éditeurs, tout ça. C'est que le 3 de l'année dernière, il y a eu pas mal, finalement, de nouveautés. Ouais, il est enthousiasmant. Et ouais, voilà, c'est ça. Donc, ne serait-ce que, chez Ubisoft, il y avait Wildlands, il y avait aussi For Honor. Ouais. On se souvient aussi de Bethesda, qui avait annoncé Doom, ça c'est sorti. Pas annoncé, pardon, qui avait parlé de Doom, ça c'est sorti. Fallout 4, c'est sorti. Mais Dishonored 2, qui avait été montré, mais pareil, on n'en a pas vu beaucoup depuis. Horizon Zero Dawn. Tout ça, c'est des jeux qu'on a vus à l'E3 dernier, mais qu'on reverra cette année. On se dirige sûrement vers un de ces E3 qui va confirmer l'E3 précédent, donc c'est pas toujours les plus enthousiasmants à voir. C'est pas celui de l'année dernière, vraiment, il y avait des surprises, des nouvelles images, des nouveaux concepts, des nouvelles IP. Là, cette année, on va nous montrer en partie ces projets-là à un stade un petit peu plus avancé, ce qui reste intéressant. Et on peut aussi s'attendre cette année, là c'est autre chose, mais pas mal de VR, je pense aussi. Ouais. J'imagine. De manière, vous imaginez bien qu'on va massacrer tout un bout de l'espace à l'E3, évidemment, à cette E3, donc on aura tout le temps d'en rediscuter. En attendant, Kevin, je te propose de se mater tous ensemble la critique de Homefront The Revolution. Voilà, qu'on ne reverra pas à l'E3, par contre. Non. Il y a des séries dont on attend la suite avec impatience, des séries dont l'excellence du dernier volet nous a laissé un frustrant arrière-goût de pas assez, que l'on essaye de combler tant bien que mal à coups de New Game Plus, de trophées en platine ou de multi quand il y en a. Et puis, à l'opposé de tout ça, il y a Homefront. Vous vous rappelez d'Homefront? Mais si, Homefront, la Corée, les États-Unis, ce scénario improbable inspiré de l'Aube Rouge, ce FPS assez vilain sorti en 2011. Vous en vouliez encore? Tant pis, voici quand même un nouvel épisode. Brady, par ici. Les premières troupes de la PC sur le sol américain étaient censées aider à la reconstruction. 2025, l'Amérique est à genoux. Affaiblie par des décennies de guerres successives, la nation qui a malheureusement vu naître Donald Trump s'est enlisée dans une spirale d'endettement envers Apex, une version nord-coréenne et complètement dystopique d'Apple. Dans l'incapacité de rembourser leurs dûs, les États-Unis se sont effondrés, économiquement, politiquement et socialement parlant. Les rues sont remplies de déchets et n'y déambulent que des passants fatigués, poussant leurs caddies remplis de sacs plastiques. En jetant un œil à ces allées qui, jadis, sentaient bon le billet vert, on peut y apercevoir des clochards au visage plein de suie, noyer leur déprime dans un torboyau fauché dans ce qui était avant une supérette de quartier. Bref, c'est la crise explose en mille. Le pays a connu des jours meilleurs. Et profitant de cet état de faiblesse durable, la Corée du Nord a envahi le continent, non sans l'aide d'un cheval de Troie sournoisement glissé dans tous les produits vendus par Apex. 2027, l'Amérique est à genoux devant un maître qui ne semble pas vraiment apprécier le concept de liberté. Et cela ne sied évidemment pas à certains insoumis, comme Ethan Brady. En effet, à l'abri des regards de la KPA, la milice nord-coréenne, des groupes de rebelles ont commencé à former une résistance dans l'optique de bouter les envahisseurs hors du pays et de pousser le peuple à se révolter. C'est un peu comme en France, dans les années 40, mais avec la ville de Philadelphie en toile de fond et des Norcos en guise de nazis. On l'a dit un peu plus tôt, Homefront The Revolution est un FPS en monde ouvert. Et le monde ouvert, donc, c'est une ville des États-Unis contrôlée par les Nord-Coréens. Une ville qu'il faut reprendre, quartier après quartier, en conquérant ses points clés. Commissariat, poste d'observation, réserve de nourriture ou de carburant, des endroits naturellement gardés par la KPA. Celle-ci n'étant pas vraiment encline à négocier, il s'agira bien sûr de la déloger, en employant la manière forte, ou la manière forte mais en restant discret. Les deux fonctionnent. Hey Brady, c'est Ned. Bravo pour les renseignements sur le quartier, on sait ce qui nous attend maintenant. Comme dans tout FPS en monde ouvert, il est bien entendu possible de crafter ses armes au moyen d'un atelier de fortune qui transformera un shotgun en lance-grenade, un flingue en Uzi ou des pétards en outils de diversion perfectionnés. Tout cela évidemment en l'échange de matériaux récoltés par-ci par-là ou de points de technologie récoltés par-là ou par-ci. Mais les membres de la KPA, en plus d'être du genre agressif, connaissent le visage d'Ethan Brady. La navigation dans Philadelphie est donc difficile, mieux vaut se déplacer de planque en planque et faire en sorte de se fondre dans la masse dans les quartiers les plus sécurisés. Dans Homefront, une exposition trop longue devant les soldats entraîne inévitablement une partie de cache-cache à travers la ville.
Et comme les soldats de la KPA sont visiblement tous des tireurs d'élite, lorsque l'alarme est déclenchée, il faut trouver une cachette et s'y terrer le temps que les choses se tassent. Ça ne dure jamais longtemps, ce n'est jamais bien compliqué d'échapper à la vigilance de la milice, mais il faut toutefois prendre ses précautions. Le sentiment d'insécurité devient alors bien réel, et reconquérir les quartiers de la ville devient alors un enjeu à la fois pratique et logique. Pour mener à bien toutes ces opérations de sabotage, informer le peuple des exactions de la Corée du Nord et sauver les victimes de violences policières, il faut avant tout réduire la présence de la KPA. C'est complètement cohérent avec le scénario, et c'est peut-être la seule idée originale et intéressante que propose Homefront The Revolution. Vendu à Crytek en raison des déboires financiers de THQ, puis à Core Media pour des motifs similaires, la licence Homefront est passée entre plusieurs mains. Réalisé par différents studios, The Revolution a été développé dans des conditions chaotiques. Techniquement faibles, voire complètement dépassées, le jeu n'est tout simplement pas au point et empile les défauts jusqu'à devenir, à certains moments, injouable. D'être constamment bas, le framerate est instable et on le soupçonne même de passer régulièrement sous la barre des 10 images par seconde, enfin quand le jeu ne frise pas dans des endroits trop chargés. Buggé à tous les niveaux, Homefront The Revolution souffre de tous les problèmes techniques inhérents à un jeu en monde ouvert. Bugs de texture, de lumière, de collision, on a même eu droit à un changement de langue en plein cours de partie. Mais on ne lui en tiendrait pas autant rigueur s'il proposait, en contrepartie, une expérience riche et passionnante. Et ce n'est évidemment pas le cas ici, puisque le jeu ne propose rien de complètement neuf. Tout a déjà été vu ailleurs, que ce soit les captures de base, les améliorations d'armes, les quêtes semi-aléatoires, le smartphone trafiqué qui fait office d'interface, ou la collecte d'objets à travers la ville. Bref, Homefront The Revolution est un open world générique. Et pourtant, au milieu de tous ces clichés, en creusant bien, on peut trouver quelques bonnes idées. Si le contexte géopolitique du jeu reste, une fois encore, hautement improbable, force est de constater que l'univers a été bâti avec un certain souci du détail. Les rues font volontairement peine à voir, l'ambiance est volontairement toute pourrie, les planques et leurs habitants transpirent l'illégalité et le désir de révolte. En résumé, on peut apprécier certains aspects de The Revolution, mais il faut pour cela faire abstraction de toute une technique qui ne suit pas, faute de temps, faute de moyens et faute de bonnes conditions de développement. Ce deuxième épisode d'Homefront n'est donc pas un jeu que l'on recommande, mais il a toutefois réussi à dépasser nos attentes, dans la mesure où il s'est pointé avec une petite poignée de qualité alors qu'on attendait à peu près rien de lui. Bon voilà, Emmerich, ça faisait des mois qu'il disait « Oh, mais j'ai pas de critique dans 18+, on ne voit pas dans l'émission, tout ça, bah voilà, Homefront. » Attention à ce que tu souhaites. En fait, Kevin, c'est un style de génie du mal. C'est ça, ce que je veux dire. Wishmaster. Il y a eu un film qui a été fait là-dessus. Attention à tes souhaits. Il pourrait se réaliser. Exactement. Voilà. C'était la baseline, je crois. Et voilà. Bon, Emmerich ne peut pas être là avec nous aujourd'hui pour parler de Homefront, mais je crois qu'il l'a bien fait dans la critique, donc ça ira très bien comme ça. Exactement. On pense à toi, Emmerich. On pense à toi, Emmerich. Là, maintenant, on va regarder la critique de Doom. Cool. Un jeu beaucoup plus enthousiasmant, et bizarrement, c'est moi qui ai fait la critique. Il y a peut-être quand même chose qui se décide. Doom. Depuis trop longtemps pour qu'il s'en souvienne vraiment, l'homme a rêvé de mouvement perpétuel. Dans une horloge, une roue ou des boules qui s'entrechoquent, il a imaginé la possibilité d'un mécanisme cyclique infini capable de générer plus d'énergie qu'il n'en reçoit. Et pendant que ce fantasme occupait l'esprit de certains érudits, d'autres vaquaient à des occupations plus terre-à-terre. En 1993, par exemple, l'équipe d'id Software, emmenée par John Carmack et John Romero, créait Doom, et par la même occasion l'expression Doom-like, qui a servi pendant des années à décrire les jeux de tir à la première personne avant que le terme FPS ne lui soit préféré. Et 23 ans plus tard, quand débarque le nouveau Doom et son titre nu, on assiste donc au retour très attendu du patron d'un genre. Mais aussi, et c'est peut-être un peu plus surprenant, à une certaine idée du mouvement perpétuel. Le Doom version 2016 est constamment en mouvement. Mais, comme son disque qui tourne inlassablement sur place en faisant rugir certaines PS4 à bout de souffle, son mouvement est contenu dans un système figé.
On ne parle pas seulement ici de ces décors assez peu interactifs, comme c'est régulièrement le cas chez les jeux qui utilisent les moteurs high-tech, mais bien de sa structure dans son ensemble. Divisé en niveaux aux cartes, aux ennemis et aux événements fixes, le jeu propose une expérience déterminée, presque passéiste, à l'heure où la mode est au procédural ou au monde ouvert libre. Et pourtant, tout y bouge, tout le temps et très vite. On le constate dès son introduction, qui nous place dans la peau d'un marine qui, à peine sorti d'un tombeau paumé dans une base martienne, massacre déjà les quelques soldats possédés qui ont le malheur de se trouver à proximité. Une première occasion d'apprécier la fluidité et la rapidité impressionnantes du nouveau Doom. Et ça n'est évidemment qu'un avant-goût très léger, puisque ces quelques grouillots inoffensifs décimés au vulgaire pistolet seront bientôt remplacés par des hordes de soldats et de démons plus ou moins cybernétiques, auxquels on opposera un arsenal brutal et fourni. Tout ça pour refermer un portail infernal ouvert par une certaine Olivia Pierce qui a trouvé le temps, entre deux rites sataniques maladroits, de suivre ses études à Strasbourg. Vous serez assis à leur côté, au même titre que moi, dans ce tout nouveau monde qu'ils sont en train de concevoir rien que pour nous. Mais à vrai dire, on s'en moque un peu, et les rares fois où on se souciera de ses motivations ou de leurs conséquences, on le fera en se déplaçant, sans être confiné dans des scènes cinématiques à la réalisation figée. Parce que Doom n'aime pas ce qui ne bouge pas. Doom bouge tout le temps. Il bouillonne, il nous donne ses shotguns, ses fusils d'assaut, ses lance-roquettes au feeling délicieux, et nous oppose de petits démons rapides ou bien des colosses au tir fourni. Et à chaque bataille, la plupart du temps confinés dans des arènes, on participe à ces balais que les FPS modernes ont pour la plupart délaissés. Ceux de la vie qui ne remontent pas automatiquement, et de l'esquive permanente de projectiles que l'on voit arriver. Ces boules de feu ou ces rafales d'énergie qui viennent d'absolument partout et entre lesquelles on slalome pendant qu'une bande-son ultra violente perdue quelque part entre du Nine Inch Nails et du Meshuggah ajoute à la frénésie générale. Et pour être sûr qu'on soit tout le temps actif, Doom avance un système de jeu pousse au crime, qui dit que les recharges de santé, d'armure et de munitions ne tombent jamais plus que lorsqu'on achève un ennemi affaibli au corps à corps. Baptisées Glory Kills, ces exécutions ultra gore ne se contentent pas de faire pleuvoir le sang, elles assurent aussi et surtout la survie du joueur mobile, qui y trouvera son salut bien plus que dans la couverture ou la guerre de position. Et si ça ne devait pas suffire, la célèbre tronçonneuse au carburant très limité sert ici à s'assurer un meurtre instantané en même temps qu'un immense apport en ressources. Alors oui, on bouge tout le temps dans Doom, parce que c'est la seule manière de survivre. Et quand s'achève une bataille en même temps que se plaquent quelques derniers accords ultra saturés, on est vraiment épuisé. Intrusion des nuages terminée. Fin du verrouillage. Alors la partie exploration pourra permettre de se reposer un peu. Pour autant, on ne sera toujours pas passif. Parce que les maps sont tortueuses et que s'y orienter constituera déjà un certain challenge, mais aussi parce qu'elles regorgent de secrets. Qu'il s'agisse de simples caches de ressources, de petites figurines à collectionner, de courts niveaux directement repris du premier Doom, ou bien de bonus plus conséquents, on en trouvera absolument partout, à condition de bien chercher. Et quand il s'agit de suggérer et d'encourager à l'expérimentation, le level design fait des merveilles. Si bien qu'on se demande souvent si on est bien censé pouvoir se retrouver dans cet endroit bizarre, atteint après avoir escaladé des caisses dont les textures ont tardé à s'afficher, couru le long d'un immense tuyau et attrapé des corniches du bout des doigts. Dans l'écrasante majorité des cas, la présence d'un bonus au bout du chemin nous confirmera que oui, Doom avait évidemment prévu et espéré qu'on se balade dans le coin. Il nous y pousse d'ailleurs franchement, en distribuant des points d'amélioration d'armes à qui saura bien fouiller ces niveaux. C'est-à-dire qu'on obtient des récompenses en découvrant des récompenses secrètes. On peut les diviser en 5 catégories, qui ont le bon goût d'être connectées. Les modules récupérés sur les petits terminaux mobiles permettent de débloquer jusqu'à 2 fonctions secondaires par arme. Les points d'amélioration permettent ensuite d'augmenter l'efficacité de ces mêmes fonctions. Les jetons d'armure proposent d'améliorer certains traits passifs comme la mobilité ou les détails affichés sur la map. Les runes, gagnées en participant à des épreuves spéciales, octroient différents bonus qui ne rendent pas directement plus puissants mais facilitent beaucoup la vie. Et enfin, les cellules d'énergie argent augmentent définitivement le stock de vie, d'armure ou de munitions. Tout ça offre déjà beaucoup de possibilités de customisation, en sachant qu'on peut alterner rapidement entre les différents tirs de chaque arme, mais Doom ne s'arrête pas là. Dans sa frénésie de mouvement, il nous propose aussi 3 défis par niveau, ainsi que d'autres challenges spéciaux qui servent à améliorer l'efficacité d'une rune ou à débloquer les dernières améliorations des modules d'armes. Des challenges de type tuer X ennemis de telle façon, qui se remplissent de manière transparente au fur et à mesure des missions alors qu'on est déjà en train d'y faire 1000 autres choses. Et c'est un grand cercle vertueux qui se dessine alors. Ou plutôt une spirale en mouvement perpétuel, qui nous happe et nous entraîne toujours plus près de son centre, pendant que les bases martiennes laissent place à l'enfer et que tout devient de plus en plus rapide, de plus en plus nerveux et de plus en plus fou. Et tant pis si l'aventure se conclut de manière très abrupte par une scène cinématique de 30 secondes anticipée à 1000 km.
Derrière cette fin expédiée, il y a encore tous les secrets restés cachés lors du premier run et les nouveaux modes de difficulté débloqués. Il y a le mode multi très éventuellement et l'éditeur de niveau SnapMap assurément qui garantira beaucoup de contenu apporté directement par les joueurs. Il y a le mouvement en fait. Toujours le mouvement. Si on a longtemps rêvé du mouvement perpétuel, on l'a en réalité abandonné depuis de nombreuses années déjà, en même temps qu'on a établi la première loi de la thermodynamique qui dit que l'énergie ne se crée ni ne disparaît, mais se transmet. Alors, derrière chaque machine à mouvement perpétuel apparent, même les plus convaincantes, il y a un apport d'énergie parfois habilement caché. Et Doom n'échappe pas à la règle. Derrière sa frénésie permanente, derrière ses différents systèmes imbriqués et son bouillonnement constant, il y a un moteur. Ce moteur, c'est le joueur, qui par ses choix et ses actions traduites à l'écran avec une fluidité folle, met toute la machine en branle. Le jeu en a pleinement conscience et distribue en conséquence obstacles et récompenses équitablement, avec une intelligence que ses atours ultra bourrins ne doivent absolument pas faire oublier. Car il y a beaucoup de finesse et même un raffinement certain sous les hectolitres de sang, le kitsch assumé, la furie et la bande-son démoniaque de Doom. Essayez d'y penser, la prochaine fois que vous vous frayerez un chemin à la tronçonneuse dans les entrailles d'un cacodémon. Alors Doom, une très bonne surprise. Ouais, t'as kiffé. Ouais, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré. Il y a eu tout ce truc autour de ce jeu où, avant sa sortie, tout le monde était là. Ouais, d'accord. Parce que ce qui avait été montré, c'était surtout du multi. Ouais. Le multi n'est pas très enthousiasmant, il est pas dégueulasse, mais c'est juste que le vrai. Classique, quoi. Il est classique, ouais, c'est ça. Classique et même assez mou. T'as d'autres modes multi, d'autres jeux du genre qui sont bien plus sympas. Ouais. Mais parce que le vrai intérêt du jeu, là, c'est le solo. C'est qu'on a un vrai bon FPS, enfin un vrai bon Doom-like solo. Doom-like. Un Doom-like, c'est un vrai Doom-like, c'est Doom, c'est vraiment Doom pour le coup. Et je le trouve vraiment très malin ce jeu. Il est très... ouais, c'est ce que je dis à la fin de la critique, il y a de la finesse et du raffinement derrière ces gros démons au sein desquels tu t'immises vraiment avec on ta les voit, tronçonneuse. tes Glory Kill, donc... Mais tout ça est super bien foutu, tu vois, donc j'ai parlé dans la critique de la dynamique de Glory Kill, effectivement, qui fait que t'es toujours en mouvement, tu traces tout le temps, on t'encourage, on te donne peu de munitions, donc il faut que t'en récupères avec des Glory Kill, donc tu vas toujours d'un démon à l'autre, tout ça, c'est super cool, mais... on se rend compte aussi que le jeu utilise bien ce système, c'est-à-dire qu'à tout instant, quand tu te retrouves entouré par plein de démons et que c'est la merde, t'as toujours des petits trucs, tu sais, les démons de base qui avancent à 2 à l'heure et qui servent à rien, qui sont là juste pour faire du glory kill. D'accord. Ils sont là pour ça. Et donc c'est bien placé. Tu sens qu'il y a vraiment un gros souci, un gros soin apporté au level design. Une réflexion. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est très bien foutu. Maintenant, il faut que je fasse un aveu, mais peut-être que les gens s'en sont déjà aperçus. La critique a été faite sur PS4, voilà. C'est sur console, j'ai joué avec une manette. Et t'es courageux de le dire. Il faut que j'en parle là devant un peu tout le monde. Non, ouais, critique sur PS4, j'aurais adoré pouvoir faire ça sur PC. On n'a pas eu de version Windows malheureusement, mais voilà, donc un peu dégoûté. Ouais. Mais ça faisait longtemps qu'un FPS m'avait pas crié à chaque instant de jeu mais non, mais joue-moi sur PC, qu'est-ce que tu fais avec ta manette? Qu'est-ce que tu fais avec ta manette? Ça faisait super longtemps que ça m'était pas arrivé et du coup j'étais dégoûté, mais j'étais content d'être dégoûté. Là, j'étais là avec je serais mieux avec ma souris, parce que Doom pour le coup c'est vraiment un jeu où quand t'as des ennemis qui arrivent, ils viennent de partout. T'es amené à faire des 180 à chaque instant, tout le temps. Et c'est pas ces trucs, tu vois, ça c'est lié aussi au fait que ta vie ne remonte pas toute seule. Bien sûr. C'est pas des guerres de position comme c'est souvent le cas dans les FPS modernes maintenant, et en particulier tout ce qui va être les Battlefield, les Call of et tout ça, où tu passes ton temps couverture, t'attends, ça va mieux, j'y vais. C'est très statique, les ennemis sont en
en face, toi tu progresses comme Bien ça. sûr. Là non, c'est un FPS à arène. Ouais. C'est-à-dire que quand tu arrives dans les arènes elles sont comme ça, les ennemis ils sont partout. Voilà, et donc ça implique de la vitesse, du dynamisme. C'est ça, et comme tu dis, des demi-tours, des trucs Dans tous partout, les partout, sens. partout. Donc ouais, avec ta manette, tu te sens un petit peu limité. Ouais. Alors le jeu tourne très bien sur console, c'est pas vraiment un problème, c'est du 60 FPS constant, tout ça, c'est très agréable à jouer, mais c'est le périphérique manette, quoi. Tu sens que c'est fait pour de la souris. C'est presque paradoxal parce que le premier Doom, en installant le genre, c'était un jeu où tu ne visais pas. Enfin, Bien sûr. c'est par rapport au Duke Nukem 3D qui est arrivé après, où là tu visais vraiment. Dans Doom, bon bah tu tirais là, s'il y avait un ennemi à l'écran, ça me touchait quoi. Là non, tout est dans le fait de devoir faire passer son viseur partout. Voilà, donc il fallait que je fasse cet aveu. T'as eu raison. Ça fera juste un argument de plus pour les gens de la race supérieure. Voilà. Dont je fais désormais partie. Dont tu fais désormais partie. Donc, et je t'encourage vivement à donner Doom à manger à ton PC. Ouais. J'encourage tout le monde à faire ça. D'accord. C'est un foutu bon jeu vidéo. Quoi. D'accord. Ouais, vraiment. Eh ben écoute, Kevin, merci de nous avoir fait la critique de ce jeu vidéo. De rien, c'était très agréable à faire. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment dans 2 semaines pour parler, entre autres, de... Oui, de ce petit événement qui se tient à Los Angeles. Ouais. Un petit event. Ouais, un petit event. Façon... t'en parles, pardon. Hop, on s'est touché un petit peu. T'en parleras dans The Place to Be, j'imagine. Je vais en parler. Dans l'E3, évidemment. Évidemment, on parlera de l'E3, même si on en aura parlé avant sur la chaîne. Ouais. Mais aussi et là, c'est toi qui vas être dessus. On va parler de la 2e et dernière extension de The Witcher 3, intitulée Blood and Wine, parce que ça fait plaisir. Voilà, et attention parce que Blood and Wine, rouge sur rouge, rien ne bouge, mais blanc, je sais plus après ce que c'est. Ben, on va en discuter. On en discute dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Ciao. Salut.